Sous les néons éblouissants du terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle, Sophie et Camille Dubois, deux sœurs jumelles de 17 ans, se tenaient côte à côte, leurs cartes d'embarquement serrées dans des mains légèrement tremblantes. Leurs visages identiques, encadrés par des tresses impeccablement nouées, reflétaient un mélange d'excitation juvénile et d'appréhension discrète. Élève brillante du lycée Saint-Exupéry, un établissement parisien prestigieux, elle s'apprêtait à embarquer pour Londres, un voyage qui représentait bien plus qu'une simple visite de campus universitaire. C'était leur première escapade sans la présence protectrice de leurs parents, un symbole de leur indépendance naissante. Leur père, Antoine Dubois, avait insisté pour qu'elles voyagent avec Aile de France, la compagnie aérienne dont il était, à l'insu de presque tous, le nouveau PDG. Sa nomination, gardée secrète pour des raisons stratégiques, lui permettait d'observer la culture interne de l'entreprise sans que son titre n'influence le comportement des employés. Les billets de première classe qu'il avait réservés pour ses filles n'étaient pas un étalage de luxe, mais une précaution paternelle pour assurer leur confort et leur sécurité. Pourtant, dès leur arrivée au comptoir d'enregistrement d'Aile de France, l'enthousiasme des jumelles se heurta à une hostilité aussi inattendue que cinglante. Julien Moreau, l'agent au comptoir, un homme d'une trentaine d'années au visage anguleux et à l'uniforme irréprochable, semblait absorbé par son écran d'ordinateur, ignorant ostensiblement les deux adolescentes qui se tenaient devant lui. Son badge luisait sous la lumière artificielle, et son attitude trahissait une indifférence calculée. « Suivant !» lança-t-il d'une voix sèche, ses yeux glissant directement vers un couple blanc d'âge mûr qui attendait derrière les jumelles. Sophie, la plus calme des deux, s'éclaircit la gorge avec une politesse étudiée. « Excusez-moi, monsieur, nous étions les prochaines. » Julien s'arrêta net, son regard se posant enfin sur elle, mais avec une froideur qui semblait les réduire à l'état d'intruse. « Vous devez attendre votre tour, » répondit-il, ses doigts reprenant leur danse sur le clavier pour traiter les billets du couple, qu'il gratifia d'un sourire éclatant. « Londres aujourd'hui, une ville magnifique en cette saison, n'est-ce pas ?» Camille, plus impulsive, sentit une chaleur monter dans sa poitrine. « Nous étions là en premier, » insista-t-elle, sa voix ferme mais contrôlée. « Nous attendons depuis 20 minutes. » Julien serra les mâchoires, son sourire s'évanouissant comme une flamme soufflée. « Je vous aiderai quand je serai prêt, » lâcha-t-il, continuant son échange avec le couple comme si les jumelles étaient invisibles. Derrière elle, la file s'allongeait, et des regards curieux ou agacés commençaient à se poser sur la scène. Les jumelles échangèrent un regard, un langage silencieux forgé par des années de complicité. Ce n'était pas la première fois qu'elle ressentait cette sensation d'être effacée, ce rejet subtil mais tranchant comme une lame. Sophie, toujours pragmatique, posa calmement leurs cartes d'embarquement et leurs cartes d'étudiants du lycée Saint-Exupéry sur le comptoir. Julien les saisit du bout des doigts, comme s'il craignait de se salir, et haussa un sourcil en découvrant les billets de première classe. « Première classe? Vous êtes sûr d'être au bon comptoir ?» Sa voix était lourde de sous-entendus, suggérant une erreur ou, pire, une fraude. « Oui, notre père a acheté ces billets directement auprès de la compagnie, » expliqua Sophie, sa patience intacte mais fragile. « Nous allons visiter des universités à Londres. » Julien plissa les lèvres, examinant les cartes avec une suspicion exagérée, les tenant à la lumière comme pour y chercher des signes de contrefaçon. « Ces billets ne semblent pas corrects. Où les avez-vous obtenus ?» L'accusation implicite était claire. Il doutait de leur légitimité. Camille, sentant la colère monter, ouvrit la bouche pour répliquer, mais Sophie posa une main sur son bras, un geste qui disait « Pas maintenant. J'ai besoin de vérifier ceci, et il me faut une pièce d'identité supplémentaire. Les cartes d'étudiants ne suffisent pas, » déclara Julien, son ton devenant plus autoritaire. « Nous avons 17 ans, » expliqua Camille, contenant son exaspération. « Notre père a été informé que les cartes d'étudiants suffiraient pour un vol international. » Julien soupira théâtralement, comme si leur présence était une corvée insupportable. « Eh bien, on a mal informé votre père. Attendez ici. » Il disparut dans un bureau à l'arrière, emportant leurs billets et leurs pièces d'identité, laissant les jumelles plantées là sous les regards des autres passagers.
Pendant près de 20 minutes, elles restèrent immobiles, humiliées, tandis que d'autres agents continuaient à servir des clients arrivés après elles. De l'intérieur du bureau, des éclats de rire fusaient, renforçant leur sentiment d'être moqués. Lorsqu'il revint enfin, Julien déposa brutalement 2 nouvelles cartes d'embarquement sur le comptoir. « Erreur dans le système », annonça-t-il assez fort pour que les autres entendent. « Vous êtes réassigné en classe économique, porte 42. » Sophie examina les cartes, son front se plissant. « Ce ne sont pas les sièges que notre père a réservés. Nous sommes censés être en première classe. » Julien se pencha vers elle, baissant la voix mais avec une froideur menaçante. « Écoutez, je ne sais pas quel genre d'arnaque vous essayez de monter, mais certaines personnes doivent comprendre que la première classe n'est pas pour tout le monde. Soyez contente d'être sur ce vol. » L'intonation sur « certaines personnes » était sans équivoque, un coup porté avec une précision cruelle. Camille, incapable de se contenir davantage, ouvrit la bouche pour protester, mais Sophie, anticipant une escalation, la retint. « Nous aimerions parler à un superviseur, s'il vous plaît, » dit-elle, sa voix toujours calme mais empreinte d'une détermination nouvelle. Julien ricana, un sourire narquois aux lèvres. « Le superviseur est occupé. Si vous avez un problème avec vos sièges, adressez-vous à la porte d'embarquement. Suivant. » Il fit signe aux passagers derrière elle, les congédiant sans un regard. Humiliées mais résolues, les jumelles ramassèrent leurs nouvelles cartes d'embarquement et s'éloignèrent du comptoir. « On devrait appeler papa tout de suite », murmura Camille, sa voix tremblante de frustration. Sophie secoua la tête, bien que l'effort lui coûtât. « Il est en réunion avec le conseil d'administration aujourd'hui. Il nous a demandé de ne l'appeler qu'en cas d'urgence absolue. On va régler ça à la porte. » Camille marmonna quelque chose d'incompréhensible, mais suivit sa sœur vers le contrôle de sécurité, leurs pas lourds d'une colère contenue. Ce qu'elles ignoraient, c'était que Julien, les observant s'éloigner, décrocha son téléphone pour passer un appel discret. « J'ai même pas chaud pour passer dans le bain. » C'est Julien. 2 adolescentes noires, des jumelles, essaient de jouer les malignes avec des billets de première classe. Je les ai rétrogradées en économique, mais gardez un œil sur elles. Quelque chose ne colle pas. Il raccrocha, satisfait d'avoir, selon lui, rétabli l'ordre. Au contrôle de sécurité, la situation ne fit qu'empirer. Alors que les passagers blancs passaient avec une fluidité presque mécanique, les jumelles furent sélectionnées au hasard, pour un contrôle renforcé. L'agente de la TSA, une femme nommée Valérie Dupont, les guida vers une file séparée avec un sourire qui n'avait rien d'amical. « C'est vraiment nécessaire ?» demanda Sophie poliment. « Nous sommes déjà en retard pour notre vol. » Valérie haussa un sourcil, sa main planant près de son talkie-walkie. « Vous mettez en question les protocoles de sécurité? Je peux rendre ça bien plus compliqué si vous préférez. » Camille, sentant le piège, murmura à sa sœur de se taire. Elles obtempérèrent, vidant leurs sacs sous le regard scrutateur de Valérie, qui fouilla leurs affaires avec une brutalité inutile, renversant les vêtements soigneusement pliés et ouvrant même une boîte de médicaments de Sophie, laissant les pilules s'éparpiller. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, comme si elle avait découvert une substance illicite. « Des antihistaminiques pour mes allergies », répondit Sophie, pointant l'étiquette de la prescription. Valérie ignora l'explication, mettant les médicaments de côté pour un examen supplémentaire. Pendant ce temps, un second agent procéda à une fouille corporelle humiliante, ses mains s'attardant plus que nécessaire. Valérie, de son côté, fit un commentaire à voix haute sur leurs tresses. « Il faut toujours vérifier ces coiffures élaborées », lança-t-elle à ses collègues. « Vous seriez surpris de ce que les gens cachent là-dedans. » Quelques agents ricanèrent, renforçant l'humiliation. Une passagère, une femme d'une 50aine d'années nommée Claire Beaumont, commença à filmer la scène avec son téléphone, indignée. Presque immédiatement, un superviseur de la TSA apparut à ses côtés. « Madame, filmer les procédures de sécurité est interdit. Supprimez cette vidéo. » Claire protesta, mais face à la menace d'une détention, elle céda à contre-cœur, jetant un regard désolé aux jumelles. Après 40 minutes de ce calvaire, les jumelles récupérèrent leurs affaires en désordre, leur ordinateur portable rayé, et se hâtèrent vers la porte 42,
consciente qu'elle risquait de manquer leur vol. « On appelle papa maintenant », déclara Camille, son ton ne souffrant aucune objection. Sophie vérifia l'heure et hésita. « Il est en plein conseil. On va essayer de régler ça à la porte, et s'il refuse, on l'appellera. » Elles passaient. Elles pressèrent le pas, ignorant que leur épreuve ne faisait que commencer. À la porte 42, l'agent d'embarquement, Claude Lefebvre, un homme d'une quarantaine d'années au visage sévère, examinait les cartes d'embarquement des passagers de première classe avec une efficacité mécanique. Lorsque les jumelles lui présentèrent les leurs, son sourire professionnel s'évanouit instantanément. « Il y a un problème avec vos billets », annonça-t-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention des autres passagers. « Veuillez vous écarter pendant que je vérifie. » Camille, à bout de patience, explosa presque. « Quel problème? Nos sièges ont déjà été changés une fois sans explication. Et maintenant quoi? » Claude plissa les yeux, son ton devenant glacial. « Baissez la voix, mademoiselle, et présentez-moi une pièce d'identité. » Elles lui tendirent leurs cartes d'étudiant, qu'il examina avec une lenteur exagérée, les tenant à la lumière comme s'il s'agissait de faux grossiers. « Ces cartes ne semblent pas authentiques, » déclara-t-il enfin. « Les cartes d'étudiants sont facilement falsifiables. » Sophie, luttant pour rester calme, répondit. « Ce sont des cartes officielles du lycée Saint-Exupéry. Avec le sceau de l'établissement, la compagnie a confirmé qu'elles suffisaient pour ce vol. » Claude ignora sa réponse et saisit le microphone du système d'annonce. « Sécurité à la porte 42, s'il vous plaît. Sécurité à la porte 42. » L'annonce résonna dans le terminal, attirant davantage de regards et quelques téléphones qui commencèrent à filmer. « C'est de la discrimination, » déclara Camille, sa voix tremblante de colère mais claire. « Vous nous retardez parce que nous sommes noirs. C'est illégal. » Claude rougit, visiblement irrité. « C'est une accusation grave, jeune fille. Je pourrais vous faire expulser de l'aéroport pour diffamation. Je ne fais que suivre les protocoles. » Avant qu'il ne puisse continuer, une femme d'une cinquantaine d'années, portant un badge indiquant « Isabelle Renaud, superviseur », s'approcha. Les jumelles sentirent une lueur d'espoir. Peut-être une autre femme comprendrait-elle leur situation. « Quel est le problème, Claude ?» demanda-t-elle, son ton neutre. « Ces deux-là tentent d'embarquer avec des billets de première classe qui semblent frauduleux, » répondit-il, exagérant la situation. « Et elles m'accusent de discrimination pour m'intimider. » Isabelle examina les billets et les cartes d'identité, puis fit signe aux jumelles de s'écarter avec elle. « Merci, Claude, je m'en occupe. Continue l'embarquement. » Une fois à l'écart, l'attitude d'Isabelle changea du tout au tout. Son sourire s'effaça et elle baissa la voix, presque menaçante. « Écoutez-moi bien, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais vous devez apprendre à vous comporter si vous voulez être traité comme les autres. Faire une scène et crier à la discrimination ne vous mènera nulle part. Ça ne fait que confirmer ce que certains pensent de vous. » Les jumelles restèrent interdites, le choc de cette trahison plus douloureux encore que l'hostilité ouverte de Julien ou Claude. « Vous voulez dire quoi, exactement ?» demanda Sophie incrédule. « Que nous devons accepter d'être maltraités parce que nous sommes noirs. » Isabelle soupira, comme si elle parlait à des enfants têtus. « Dans ce monde, il faut être 2 fois plus poli, 2 fois plus patiente. C'est la réalité. » Elle les ramena à la porte, où Claude les observait avec une satisfaction à peine dissimulée. « Leurs documents sont en règle, » annonça-t-elle à contre-cœur. « Elles peuvent embarquer. » Mais alors qu'elle s'avançait vers la passerelle, un dernier obstacle se dressa. Un homme imposant en uniforme d'aile de France, nommé Thierry Marchand, bloquait l'accès, vérifiant les billets avec une nonchalance étudiée. Lorsqu'il vit les jumelles, son expression se durcit. « Écartez-vous, » ordonna-t-il. « Il y a un problème avec votre réservation. Une alerte système indique une activité suspecte. » Sophie, épuisée, sentit ses épaules s'affaisser. « Quel genre d'activité suspecte? Nous sommes des lycéennes qui vont visiter des universités. Qu'est-ce qui pourrait être suspect? » Thierry l'ignora, continuant à faire passer les autres passagers. Pendant une demi-heure, elles restèrent sur le côté, observant les autres embarquer sans le moindre contrôle. Finalement, Thierry revint, un sourire narquois aux lèvres. « Le vol est complet et surbooké. Vos sièges ont été réassignés à des passagers en règle. » Camille explosa.
C'est impossible. Nous avons des billets confirmés en première classe. Vous ne pouvez pas donner nos sièges comme ça. Thierry haussa les épaules. La politique de la compagnie autorise la réassignation en cas de problème de sécurité ou de surbooking. Dans votre cas, les deux s'appliquent. À cet instant, deux agents de sécurité, Pierre Duval et Marc Lefort, apparurent, leurs mains près de leur ceinture, comme si les jumelles représentaient une menace. « Quel est le problème ?» demanda Pierre, s'adressant à Thierry. « Elles refusent d'accepter qu'on leur refuse l'embarquement », mentit Thierry, déformant la réalité. Sophie, sentant la situation leur échapper, prit une décision. « Très bien, nous partons. Mais ce n'est pas fini. » Sous les regards des agents de sécurité, elles furent escortées loin de la porte, le dernier appel pour leur vol résonnant dans le terminal. Assise sur un banc isolé, loin du tumulte, Camille éclata enfin. « On appelle papa. Maintenant. » Sophie, les larmes aux yeux, hocha la tête et sortit son téléphone, ses doigts tremblants cherchant le numéro d'Antoine. Ce qu'elles ignoraient, c'était qu'une jeune hôtesse de l'air, Claire Vasseur, avait discrètement filmé l'incident au comptoir et à la porte, son cœur battant d'indignation. Elle hésitait encore à agir, mais les graines d'une révolte silencieuse étaient semées. Le bourdonnement incessant du terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle semblait s'amplifier, comme si l'air lui-même vibrait d'une tension nouvelle. Sophie et Camille Dubois, assises sur un banc isolé, loin de la porte 42 où elles venaient d'être humiliées, fixaient l'écran du téléphone de Sophie. Leurs doigts tremblaient encore de frustration, mais la décision était prise. « Papa, nous n'avons pas pu embarquer, » murmura Sophie, sa voix brisée par l'émotion. « Ils nous ont interdit l'accès au vol. » À l'autre bout de la ligne, dans une salle de réunion feutrée du siège d'Île-de-France à Roissy, Antoine Dubois, PDG de la compagnie, sentit une colère froide monter en lui. La réunion du conseil d'administration, où il présentait son plan de restructuration, s'effaça de son esprit. « Racontez-moi tout, depuis le début », ordonna-t-il, sa voix mesurée mais lourde d'une autorité contenue. Pendant les minutes qui suivirent, les jumelles, alternant entre elles, relatèrent leur calvaire. L'hostilité de Julien Moreau au comptoir d'enregistrement, le contrôle abusif de Valérie Dupont à la sécurité, le refus de service au restaurant de l'aéroport, et enfin, l'obstruction finale de Claude Lefebvre et Thierry Marchand à la porte d'embarquement. Chaque détail, chaque nom, chaque badge fut consigné avec précision, comme un acte de résistance. À l'autre bout, Antoine restait silencieux, mais les jumelles perçurent un craquement sec, peut-être un stylo brisé sous la pression de ses doigts. « Vous avez noté tous les noms » demanda-t-il enfin, sa voix étrangement calme. « Oui, papa, » répondit Camille, « on a tout écrit. » Un silence suivit, puis Antoine lâcha, d'un ton qui ne laissait place à aucun doute. « Ne bougez pas, restez exactement où vous êtes. J'active le protocole d'urgence alpha. Vous allez comprendre ce que ça signifie dans quelques minutes, et gardez votre téléphone allumé, enregistrez tout. » La ligne s'interrompit, laissant les jumelles échanger un regard mêlé de confusion et d'espoir. Ce qu'elles ignoraient, c'était que, dans la salle de réunion, Antoine venait de poser son téléphone et de se tourner vers son assistante, Clairette Nguyen, une femme discrète mais d'une efficacité redoutable. « Faites venir le directeur des opérations immédiatement, et connectez-moi au centre de contrôle aérien. » En quelques instants, il donna une série d'ordres précis, son ton tranchant comme une lame. À travers le pays, les écrans des tableaux d'affichage des départs commencèrent à clignoter. Les vols d'Île-de-France, l'un après l'autre, affichaient un statut inattendu. « Retardé, retour à la porte. » Une annonce résonna bientôt dans les haut-parleurs du terminal. « Attention, chers passagers d'Île-de-France. En raison d'une vérification de sécurité ordonnée par la direction, tous les vols actuellement au sol ou à la porte sont suspendus. Veuillez rester à votre place. Nous vous remercions de votre patience. » Dans le terminal, la confusion s'installa. Les passagers consultaient leur téléphone, les agents d'embarquement échangeaient des regards perplexes, et les écrans s'emplissaient de messages d'erreur. En l'espace de quelques minutes, plus de 400 vols, transportant environ 50 000 passagers, étaient immobilisés. Le coût financier était colossal,
Mais pour Antoine, c'était le seul moyen de forcer un système à écouter. De retour sur leur banc, Sophie et Camille observaient le chaos naissant avec une incrédulité grandissante. « Papa a fait ça ?» murmura Camille, les yeux écarquillés. « Il a bloqué tous les vols ?» Sophie, plus analytique, hocha la tête lentement. « Il nous a dit qu'il était le PDG, non? Il a le pouvoir de le faire. » Quelques minutes plus tôt, Antoine leur avait révélé la vérité. Sa nomination comme PDG d'Île-de-France 6 semaines auparavant était restée secrète pour lui permettre d'évaluer la culture interne de la compagnie sans que son titre n'influence les comportements. Il avait utilisé un compte privé pour réserver leurs billets, évitant le système de voyage exécutif précisément pour tester l'expérience des passagers ordinaires. Ce que ses filles venaient de vivre confirmait ses pires soupçons. Une culture de discrimination systémique, profondément enracinée, qu'il avait commencé à documenter dans une enquête discrète. « Ce n'est pas juste pour nous », ajouta Sophie, pianotant sur son téléphone. « Il veut exposer tout le système. » Camille acquiesça, mais son regard restait fixé sur les écrans, où les retards s'accumulaient comme une tempête numérique. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, dans les bureaux luxueux d'un immeuble haussmannien, Gérard Beaumont, le principal actionnaire d'Île-de-France, reçut un appel urgent de son conseiller financier. « Monsieur Beaumont, Île-de-France est en train de s'effondrer en bourse. Le PDG a ordonné l'arrêt de tous les vols. Les pertes s'élèvent déjà à des millions. » Gérard, un homme d'une soixantaine d'années au visage marqué par des décennies de pouvoir, frappa son bureau d'un poing rageur. Il avait toujours douté d'Antoine Dubois, qu'il considérait comme un intrus dans l'industrie aéronautique, un homme dont la nomination heurtait ses convictions conservatrices. « Je savais qu'il n'était pas à sa place, » grommela-t-il. « Appelez le conseil. Nous devons le destituer avant qu'il ne ruine tout. » Il passa un appel à son allié de longue date, Valérie Chastain, vice-présidente des opérations d'Île-de-France. « Valérie, il faut contenir les filles Dubois. Elles sont encore à Charles de Gaulle. Isolez-les. Offrez-leur un traitement VIP, n'importe quoi pour qu'elles ne parlent pas à la presse. » À l'aéroport, l'onde de choc du protocole Alpha se propageait. Les agents d'Île-de-France, débordés par les plaintes des passagers, tentaient de comprendre les ordres qui affluaient de la direction. Sophie, toujours connectée à son père via une application sécurisée qu'elle avait elle-même codée, reçut un message. « Des cadres vont vous contacter. Refusez tout ce qu'ils proposent. Attendez mes instructions. » Comme prévu, son téléphone sonna presque immédiatement, affichant « Bureau exécutif Île-de-France ». Une voix mielleuse se présenta. « Mademoiselle Dubois ? Je suis Étienne Laroche, directeur des relations clients. Nous sommes terriblement désolés pour ce malentendu. Nous avons affrété un jet privé pour vous emmener à Londres. Suivez-moi, je vous prie. » Sophie, fidèle aux ordres de son père, répondit poliment mais fermement. « Merci, mais nous attendons les instructions directes de notre père. » Camille, à côté, enregistrait discrètement l'échange, son téléphone dissimulé dans sa poche. Quelques minutes plus tard, Claude Lefebvre, l'agent de la porte 42 qui les avait bloqués, réapparut, son arrogance remplacée par une panique mal dissimulée. « Mesdemoiselles Dubois, bégaya-t-il, il y a eu une terrible erreur. Nous pouvons vous faire embarquer immédiatement sur un vol privé. » Sophie haussa un sourcil. « Monsieur Lefebvre, nous restons ici, comme notre père nous l'a demandé. » Claude blêmit, mais avant qu'il ne puisse insister, une voix familière résonna dans le haut-parleur du téléphone de Sophie, toujours en mode main libre. « Monsieur Lefebvre, ici Antoine Dubois, PDG d'Île-de-France. Tout ce que vous dites est enregistré. Je vous suggère de retourner à votre poste et d'attendre les instructions de la direction. » Claude, le visage livide, tourna les talons et s'éloigna précipitamment, manquant de renverser un chariot de boissons dans sa fuite. Mais la bataille ne se limitait pas au terminal. Dans l'ombre des serveurs informatiques d'Île-de-France, une guerre numérique s'engageait. Philippe Laurent, le directeur informatique de la compagnie, fixait son écran avec une sueur froide perlant sur son front. Un message de Gérard Beaumont venait d'arriver. « Effacez toutes les traces des interactions des filles Dubois. Caméras, billets, tout.
Faites passer ça pour une panne système. Philippe hésita. Il avait bâti sa carrière sur l'intégrité technique et cette demande le mettait mal à l'aise. Pourtant, sous la pression, il lança une commande pour marquer les enregistrements des caméras de sécurité comme corrompus. À sa grande surprise, une alerte s'afficha. Accès refusé. Protocole alpha activé. Il tenta de nouveau, mais un autre message apparut, indiquant une surveillance active de son système. Son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. « Monsieur Laurent, ici Sophie Dubois », annonça une voix calme mais ferme. « Je crois que vous essayez d'accéder aux enregistrements de Charles de Gaulle. » Philippe sentit son cœur s'arrêter. « Comment avez-vous ce numéro ?» balbutia-t-il. Sophie répondit avec une assurance déconcertante. « Je suis programmeuse, monsieur Laurent. Papa m'a parlé de vous, disant que vous étiez l'un des rares à avoir des principes dans votre département. C'est pourquoi je vous appelle, au lieu de simplement signaler vos tentatives de supprimer des preuves. » Philippe, abasourdi, tenta de se défendre. « C'est un malentendu, je... » Sophie l'interrompit. « Pas de malentendu. J'ai sauvegardé chaque interaction aujourd'hui, chaque enregistrement, chaque changement de billet, sur un serveur sécurisé auquel ni vous ni M. Beaumont n'avez accès. J'ai aussi un script qui scanne les réseaux sociaux pour détecter les faux posts à notre nom. Savez-vous que l'usurpation d'identité est un délit ?» Philippe, acculé, murmura « Je ne fais que suivre les ordres. » Sophie répondit doucement « Pas ceux du PDG. Vous avez un choix, monsieur Laurent. Aidez à cacher une discrimination illégale ou faites ce qui est juste. » Pendant ce temps, Camille, utilisant ses propres talents, contactait des témoins qu'elles avaient croisés. Claire Vasseur, l'hôtesse de l'air qui avait filmé l'incident au comptoir, répondit presque immédiatement. « J'ai tout vu », écrivit-elle dans un message. « Julien a dit des choses horribles après votre départ. J'ai des vidéos. Je vous les envoie. » Elle joignit plusieurs enregistrements, dont l'un montrait Julien riant avec un collègue. Elle pensait vraiment qu'on allait les laisser en première classe? Une autre passagère, Émilie Fournier, une retraitée qui avait assisté à l'incident à la porte, avait publié une vidéo sur Twitter, accompagnée du hashtag #ElseDefranceDiscrimination. Le post, relayé par des dizaines d'utilisateurs, attira l'attention d'un jeune journaliste du Monde, Lucas Martin, qui commença à enquêter. « Mesdemoiselles Dubois, tweeta-t-il, contactez-moi si vous souhaitez partager votre histoire. » Mais la contre-attaque de Gérard Beaumont s'intensifiait. Des posts falsifiés, prétendument publiés par Sophie et Camille, apparurent sur les réseaux sociaux, les dépeignant comme des adolescentes arrogantes manipulant leur père pour obtenir des privilèges. Leurs dossiers scolaires, trafiqués, furent divulgués, suggérant des problèmes disciplinaires inexistants. Sophie, anticipant cette tactique, avait déjà contacté l'administratrice informatique de leur lycée, une mentor nommée Aline Berger. Ensemble, elles publièrent les vrais dossiers des jumelles, accompagnés d'un communiqué du proviseur confirmant que les documents divulgués étaient falsifiés. La bataille numérique prenait une ampleur inattendue, et le hashtag #AilesDefranceDiscrimination devenait viral, amplifié par des témoignages d'autres passagers et employés dénonçant des discriminations similaires. À l'aéroport, Valérie Chastain, la vice-présidente des opérations, arriva en personne, flanquée de 4 agents de sécurité à distance discrète. Son sourire était chaleureux, presque maternel. « Sophie, Camille, je suis Valérie Chastain, vice-présidente d'Île-de-France. Je suis bouleversée par ce que j'entends sur votre expérience. » Elle tendit les mains, comme pour les accueillir dans une étreinte symbolique. « Votre père m'a demandé de veiller à votre confort. Nous avons préparé un salon VIP pour vous, loin de ce chaos, des rafraîchissements, des fauteuils confortables, tout ce dont vous avez besoin. » Sophie, toujours connectée à Antoine, répondit posément. « Merci, Madame Chastain, mais nous restons ici, comme notre père nous l'a demandé. » Valérie, légèrement déstabilisée, insista. « Avec toute cette agitation et les médias qui arrivent, le salon serait plus sûr. »
Camille, sentant la manipulation, ajouta « Nous sommes très bien ici, merci ». Valérie se pencha alors, baissant la voix pour que seul le téléphone capte ses mots. « Écoutez, votre père a créé une crise majeure. Des milliers de passagers sont bloqués, des millions sont perdus. Sa position est fragile. Le plus sage serait d'accepter notre hospitalité et de laisser les adultes régler cela. » La menace était claire. Antoine, toujours à l'écoute, intervint. « Valérie, c'est une menace contre mes filles, parce que ça y ressemble fortement. » Valérie, prise au dépourvu, se redressa, son sourire vacillant. « Pas du tout, Antoine, je m'inquiète pour leur bien-être. » Antoine répondit, glacial. « Alors respectez mes instructions. Et Valérie, la prochaine fois que vous intimidez mes filles, préparez votre bureau pour le vider. » La communication s'interrompit, laissant Valérie furieuse mais impuissante. Elle s'éloigna, son escorte la suivant, tandis que les jumelles échangeaient un regard de triomphe discret. Au siège d'Île-de-France, Antoine préparait la prochaine étape. Il réunit son équipe de crise, ordonnant une enquête interne immédiate sur chaque employé impliqué. « Je veux Julien Moreau, Claude Lefebvre, Thierry Marchand et tous les autres dans mon bureau virtuel dans 10 minutes, lança-t-il. Et trouvez-moi le responsable de la TSA et du restaurant. Aucun avion ne décolle tant que je n'ai pas leur visage à l'écran. » Pendant ce temps, Lucas Martin, le journaliste, publiait un premier article en ligne, intitulé « Scandale à Charles de Gaulle. Des adolescentes discriminées par Île-de-France ». L'article, basé sur la vidéo d'Émilie et des témoignages anonymes, déclencha une vague de réactions. Des employés d'Île-de-France, encouragés par le courage des jumelles, commencèrent à partager leurs propres expériences de discrimination sous le couvert de l'anonymat. Dans son bureau, Philippe Laurent prit une décision. Au lieu de supprimer les enregistrements, il les sécurisa sur des serveurs protégés, envoyant un message direct à Antoine. « Je préserve les preuves. Je témoignerai si nécessaire. » Ce choix, risqué pour sa carrière, fut motivé par la vision des faux postes attaquant 2 adolescentes. À l'aéroport, Sophie reçut une notification de son script. Un compte anonyme venait de publier un enregistrement audio de Thierry Marchand disant à un collègue « Ces filles n'ont rien à faire en première classe. On les a remises à leur place. » Le vent tournait, et ce qui avait commencé comme une injustice isolée devenait une tempête numérique, prête à engloutir les secrets d'Île-de-France. Le lendemain matin, le terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle, d'ordinaire un théâtre d'agitation organisée, était plongé dans une effervescence presque irréelle. Les écrans d'affichage, encore marqués par les retards massifs de la veille, clignotaient nerveusement, tandis que des équipes de télévision s'installaient près des comptoirs d'Île-de-France, leurs caméras braquées sur les employés débordés. Sophie et Camille Dubois, assises dans un café du terminal, observaient la scène avec une étrange distance, leur téléphone vibrant de notifications. Leur histoire, publiée la nuit précédente sur les réseaux sociaux sous le titre sobre mais percutant « Ce qui nous est arrivé avec Île-de-France » avait déclenché une onde de choc national. Rédigé avec une précision méthodique, le récit détaillait chaque humiliation, du mépris de Julien Moreau au comptoir à l'obstruction de Thierry Marchand à la passerelle, et s'appuyait sur des preuves irréfutables. Enregistrements audio, vidéos de témoins, capture d'écran des changements de billets. Le ton était factuel, dénué de pathos, mais d'une force dévastatrice. En quelques heures, le hashtag #IlesDeFrance discrimination s'était hissé au sommet des tendances sur Twitter, amplifié par des milliers de témoignages d'autres victimes de discrimination au sein de la compagnie. Ce qui avait commencé comme une injustice personnelle s'était transformé en un mouvement pour la justice, et les jumelles, à peine 17 ans, en étaient le catalyseur involontaire. À Paris, dans les bureaux d'Île-de-France, Antoine Dubois se préparait pour une réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée par Gérard Beaumont, l'actionnaire majoritaire qui cherchait à le destituer. Gérard, un homme dont l'influence s'étendait bien au-delà de l'industrie aéronautique, avait mobilisé ses alliés dans la presse et le milieu des affaires pour discréditer Antoine.
Des articles, publiés dans des journaux proches de ses intérêts, dépeignaient le PDG comme un homme impulsif, incapable de séparer ses émotions personnelles de ses responsabilités professionnelles. Un PDG qui paralyse une compagnie pour une querelle familiale, titrait un éditorial du Figaro, tandis que des commentateurs conservateurs insinuaient que Sophie et Camille avaient provoqué les incidents par un comportement inapproprié. Mais Gérard avait sous-estimé la puissance de la vérité numérique. La publication des jumelles, relayée par des influenceurs, des journalistes indépendants comme Lucas Martin du Monde et même des figures politiques, avait renversé la narrative. Lorsque Antoine entra dans la réunion virtuelle, son visage était d'un calme olympien, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inflexible. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, ignorant le regard hostile de Gérard affiché sur l'écran. Avant que vous ne votiez sur la motion de M. Beaumont pour me révoquer, je vous invite à examiner les faits. » D'un clic, il partagea un rapport interne, fruit de 6 semaines d'enquête discrète. Les membres du Conseil se penchèrent vers leurs écrans, leurs expressions passant de l'agacement à la consternation. Les plaintes pour discrimination chez AL de France sont 500% supérieures à la moyenne de l'industrie, poursuivit Antoine. Ces plaintes, documentées depuis 5 ans, ont été systématiquement étouffées par la direction précédente, souvent sous l'influence de M. Beaumont lorsqu'il présidait le Conseil. Gérard, rouge de colère, tenta d'interrompre. « C'est une diversion. Votre réaction excessive à l'incident de vos filles coûte des millions aux actionnaires. » Antoine ne s'y a pas. « L'expérience de mes filles n'est pas un incident isolé. C'est un symptôme d'une culture discriminatoire qui représente une responsabilité juridique et financière colossale, dissimulée à ce conseil et aux actionnaires. » Il afficha une nouvelle série de documents. Des poursuites judiciaires en cours contre Elle de France, représentant des passifs potentiels de plus de 900 millions d'euros, jamais déclarés dans les états financiers. Un silence glacial s'installa. « Cela, Monsieur Beaumont, est une violation de votre devoir fiduciaire, » ajouta Antoine, son ton aussi tranchant qu'un scalpel. Une membre du Conseil, Catherine Lefebvre, une juriste respectée, prit la parole. « Antoine, saviez-vous cela avant hier ?» Il hocha la tête. « Lorsque vous m'avez nommé pour redresser cette compagnie, j'ai lancé une enquête interne sur la culture d'entreprise. Ce que j'ai découvert était alarmant. Discrimination systémique, plaintes enterrées, intimidation des employés qui osaient parler. L'expérience de mes filles n'a pas déclenché mes actions. Elle en a été le catalyseur. » Gérard, sentant le vent tourner, lança une dernière attaque. « Vous abusez de votre pouvoir pour protéger votre famille. Si vous persistez, je veillerai à ce que vous et vos filles payez le prix fort. » Antoine sourit froidement. « Merci Gérard pour cette menace explicite. Je précise que cette réunion est enregistrée, conformément à l'article 4.8 des statuts de la compagnie. Souhaitez-vous reformuler? Ou laissons-nous vos paroles pour le procès-verbal? » Les autres membres du Conseil, visiblement mal à l'aise, s'éloignèrent de Gérard, dont la façade d'autorité s'effondrait. Antoine poursuivit. « Voici ce qui va se passer. J'installe immédiatement un programme anti-discrimination à l'échelle de la compagnie. Chaque employé suivra une formation obligatoire. Une enquête indépendante examinera toutes les plaintes passées, et nos disclosures financières seront corrigées pour refléter nos passifs réels. Quant à votre motion, Gérard, je l'accueille volontiers. Mais sachez ceci, si je suis révoqué, mon premier appel ira à l'autorité des marchés financiers pour signaler la dissimulation de passifs. Le second ira à la CNIL et aux défenseurs des droits pour la discrimination systémique et les tentatives de dissimulation orchestrées par votre bureau. » La motion de Gérard mourut sans être appuyée. Un à un, les membres du Conseil exprimèrent leur soutien au plan d'Antoine, pressés de se distancer d'un scandale imminent. À la fin de la réunion, même Gérard, isolé, s'abstint de voter contre. Pendant ce temps, à l'aéroport, Sophie et Camille continuaient de jouer un rôle actif. Leur publication avait inspiré d'autres voix. Amina Kadir, une employée d'Aile de France d'origine maghrébine, envoya un message aux jumelles.
J'ai été forcé de lisser mes cheveux pour paraître professionnel. J'ai des emails de mon superviseur le prouvant. Puis-je vous les envoyer? Amina, qui travaillait comme agente d'escale, rejoignit un groupe croissant d'employés partageant leurs expériences sous le hashtag #ElseDifrance Discrimination. Claire Vasseur, l'hôtesse qui avait filmé Julien Moreau, devint une figure clé, fournissant des enregistrements supplémentaires où Julien plaisantait sur le profil des passagers à rétrograder. Lucas Martin, le journaliste, publia un article approfondi dans Le Monde, intitulé « Aile de France, un scandale de discrimination systémique ?» citant les jumelles, Amina et des témoins anonymes. L'article fut repris par France 24 et BFM TV, attirant l'attention internationale. Mais Gérard Beaumont ne s'avouait pas vaincu. Il lança une contre-offensive médiatique, mobilisant des alliés dans l'industrie pour discréditer les jumelles. Des comptes Twitter anonymes, liés à des agences de communication proches de Gérard, publièrent des faux messages attribués à Sophie et Camille, les dépeignant comme des adolescentes capricieuses. Une fuite orchestrée de leurs dossiers scolaires, falsifiés, suggéra des problèmes disciplinaires imaginaires. Sophie, avec l'aide d'Aline Berger, l'administratrice informatique de leur lycée, contre-attaqua en publiant leur vrai dossier authentifié par le proviseur. Elle développa également un script pour identifier les comptes à l'origine des faux posts, les signalant à Twitter pour usurpation d'identité. Philippe Laurent, le directeur informatique d'Aile de France, passa définitivement dans leur camp, sécurisant les enregistrements des caméras et envoyant des copies à Antoine. « Je ne pouvais pas participer à ça », écrivit-il dans un message, joignant une capture d'écran d'un email de Gérard lui ordonnant de détruire les preuves. À midi, le scandale atteignit les sphères politiques. Une députée écologiste, Fatoumata Diallo, tweeta « L'affaire Aile de France révèle une discrimination inacceptable dans une industrie clé. J'appelle à une enquête parlementaire. » Oh non, c'était Le ministère des Transports annonça une investigation sur les pratiques d'Aile de France, tandis que le défenseur des droits ouvrit un dossier. À l'aéroport, une délégation de cadres, menée par Patricia Morel, directrice des opérations du terminal, tenta une dernière fois d'isoler les jumelles. « Mesdemoiselles, pour votre sécurité, nous devons vous déplacer dans une zone moins exposée, » déclara-t-elle, son sourire crispé. Camille, brandissant son téléphone, répondit « Parlez directement à notre père, Madame Morel, il écoute. » Antoine intervint. « Patricia, concentrez-vous sur la coopération avec mon enquête plutôt que d'harceler mes filles. » Patricia, blême, battit en retraite, tandis que des journalistes, alertés par Lucas, commençaient à poser des questions embarrassantes. 6 mois plus tard, Sophie et Camille se tenaient de nouveau à la porte 42 de Charles de Gaulle, leur carte d'embarquement en main. L'atmosphère était méconnaissable. Priya Sharma, une jeune agente d'origine indienne, vérifia leurs billets avec un sourire chaleureux. « Bonjour, mesdemoiselles. Londres aujourd'hui? Bon voyage. » Elle leur rendit leurs cartes sans un contrôle excessif, les traitant avec la même efficacité que les autres passagers. Les jumelles échangèrent un regard, conscientes que cette interaction banale, si ordinaire pour beaucoup, était le fruit d'une lutte acharnée. Elles embarquèrent sans incident, s'installant en première classe tandis que les autres passagers défilaient. Au cours des 6 derniers mois, Aile de France avait subi une transformation remarquable, bien que semée d'embûches. Antoine avait tenu sa promesse de ne pas licencier immédiatement les employés impliqués, Julien Moreau, Claude Lefebvre, Thierry Marchand et Isabelle Renaud. À la place, il avait créé le Conseil de responsabilité, un groupe diversifié chargé de redéfinir les pratiques de service client et de lutte contre la discrimination. Amina Kadir, l'agente d'escale, y participa, apportant son témoignage sur les pressions pour s'assimiler. Les premières réunions furent tendues, les employés défensifs et les victimes de discrimination pleines de colère. Mais, peu à peu, un changement s'opéra. Julien, confronté au récit des passagers qu'il avait maltraités, admit à demi-mot son biais inconscient. Isabelle, une femme noire qui avait internalisé les règles d'un système biaisé, vécut une prise de conscience douloureuse lors d'une session où Amina raconta avoir été réprimandée pour son voile.
J'ai dit la même chose à une collègue l'an dernier, murmura Isabelle, les larmes aux yeux. Je pensais l'aider à s'intégrer. J'avais tort. Dit. Le programme antidiscrimination d'Île-de-France, le plus ambitieux de l'industrie, fut déployé à grande échelle. Chaque employé suivit une formation intensive, axée sur les biais inconscients et l'intervention des témoins. Un système anonyme de signalement permit aux passagers et employés de dénoncer les abus sans crainte de représailles. Les pratiques de recrutement et de promotion furent révisées pour éliminer les biais, et une partie de la rémunération des cadres fut liée à des métriques de discrimination, incitant les dirigeants à agir. Contrairement aux prédictions de Gérard Beaumont, qui avait été contraint de quitter le Conseil sous la pression des actionnaires, Île-de-France ne s'effondra pas. Après une période d'adaptation, les scores de satisfaction client augmentèrent, toutes démographies confondues. Les employés, se sentant plus respectés, restèrent plus longtemps. Plusieurs grandes entreprises, comme L'Oréal et BNP Paribas, signèrent des contrats de voyage avec Île-de-France, saluant son leadership éthique. À bord du vol pour Londres, l'intercom grésilla. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous atterrirons à Heathrow dans 15 minutes. Au nom de moi-même, de la copilote Amina Kadir et de notre équipage dirigé par Isabelle Renaud, merci de voler avec Île-de-France. » Sophie sursauta en entendant les noms familiers. Peu après, Isabelle apparut, effectuant une dernière vérification avant l'atterrissage. Elle s'arrêta près des jumelles. « Sophie, Camille, » dit-elle doucement, « je voulais vous remercier. Ce que vous avez fait a changé cette compagnie, et nous tous. Ce n'était pas facile de tenir bon ce jour-là. » Sophie hocha la tête. Ça ne l'était pas, mais les choses nécessaires le sont rarement. Isabelle sourit, émue. Pour ce que ça vaut, je m'excuse pour mon rôle. Je pensais vous protéger en vous disant d'accepter l'injustice. Vous m'avez montré que j'avais tort. Alors que l'avion entamait sa descente, Camille se tourna vers sa sœur. Tu imaginais, il y a 6 mois, que ça finirait comme ça? Sophie secoua la tête. Je voulais juste aller à Londres visiter des universités. Je n'aurais jamais cru qu'on transformerait une compagnie entière ou qu'on déclencherait un débat national. Leur combat avait eu des répercussions bien au-delà d'Île-de-France. D'autres compagnies aériennes, comme Air France et EasyJet, avaient lancé leurs propres initiatives anti-discrimination, bien que moins ambitieuses. Le ministère des Transports avait ouvert des enquêtes sur l'ensemble de l'industrie, et des auditions parlementaires avaient forcé les PDG à s'engager publiquement pour le changement. En quittant l'avion à Heathrow, Sophie aperçut une jeune fille noire, âgée d'environ 8 ans, assise en classe économique avec sa famille. Elle observait le cabine avec un émerveillement pur, libre de l'appréhension que les jumelles avaient connue. Cet enfant ne saurait jamais ce qui s'était passé à la porte 42, ni les batailles menées pour qu'elle puisse voyager sans crainte, mais elle en bénéficierait, et cela suffisait. Les jumelles s'avancèrent vers leur avenir, transformées par leur passé, mais non définies par lui. Derrière elle, Île-de-France poursuivait sa propre évolution, un modèle pour une industrie contrainte de se réinventer. Comme Antoine l'avait dit lors de la dernière réunion du Conseil. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de dignité humaine. Toute entreprise qui ne comprend pas cela ne mérite pas de survivre au XXIe siècle. L'histoire de Sophie et Camille Dubois dans L'invisible vérité est bien plus qu'un récit d'injustice. C'est une méditation profonde sur le courage, la dignité et la nécessité de confronter les systèmes oppressifs. En tant que Français, nous chérissons les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, mais cette histoire nous rappelle que ces idéaux ne se réalisent pas sans lutte. À travers le prisme de la culture française, où l'éloquence et la réflexion critique sont des vertus cardinales, ce récit nous invite à examiner notre propre rôle face à l'injustice, qu'elle soit flagrante ou insidieuse. Le premier enseignement de cette histoire réside dans la puissance du courage individuel. Sophie et Camille, malgré leur jeune âge, ont refusé de se soumettre à l'humiliation. Leur persévérance, même face à l'hostilité d'un système entier, incarne l'esprit de résistance cher à notre histoire, de Jeanne d'Arc à Simone Veil. Dans nos vies quotidiennes, cela nous pousse à ne pas détourner le regard lorsque nous sommes témoins d'une injustice, au travail, dans les transports
ou même dans nos cercles proches. Dire non à la discrimination, même lorsque cela semble risqué, est un acte de dignité qui peut inspirer d'autres à agir. Ensuite, l'histoire souligne l'importance de la documentation et de la vérité. Les jumelles, grâce à leur rigueur et à leurs compétences numériques, ont transformé leur expérience personnelle en une preuve irréfutable d'un problème systémique. Dans une société française où le débat public repose sur des faits et des arguments, cette leçon est cruciale. Que ce soit par une note écrite, une vidéo ou un témoignage partagé, collecter des preuves permet de donner du poids à nos combats. Appliquer à nos vies, cela signifie être attentif, garder trace des injustices et utiliser ces éléments pour exiger des changements, que ce soit auprès d'une administration, d'une entreprise ou d'une institution. Un autre enseignement particulièrement poignant est la nécessité de transformer les systèmes et non seulement de punir les individus. Antoine Dubois, en choisissant l'éducation et la responsabilité plutôt que le licenciement immédiat des employés fautifs, a montré qu'un changement durable passe par la compréhension et la réforme. En France, où les réformes sociétales sont souvent débattues avec passion, cette approche nous rappelle que la justice ne se limite pas à la vengeance. Dans nos propres sphères, écoles, entreprises, associations, nous pouvons promouvoir des formations sur les biais inconscients, encourager le dialogue et créer des espaces où chacun est tenu responsable, mais aussi capable d'évoluer. Enfin, cette histoire révèle que l'éthique et l'économie ne sont pas opposées. Contrairement aux prédictions, Île-de-France a prospéré après avoir affronté ses biais, prouvant que la justice sociale peut renforcer une organisation. En tant que Français, attachés à l'idée que les entreprises doivent servir le bien commun, nous pouvons appliquer cette leçon en soutenant des structures qui priorisent de l'équité et en exigeant de nos leaders qu'ils intègrent ces valeurs dans leurs décisions. Si l'histoire de Sophie et Camille vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre rôle face à l'injustice, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton J'aime pour montrer votre soutien à ceux qui osent défier l'inacceptable. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour qu'ensemble, nous amplifions ce message de justice et de dignité. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui éclairent les vérités cachées de notre société. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice? Comment pensez-vous que nous pouvons construire un monde plus équitable? Votre voix compte. Ensemble, transformons les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité en réalité. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour d'autres histoires qui changent le monde.